Je suis maintenant en compagnie de François Tétu, qui est gestionnaire de portefeuille et vice-président chez Valeurs Mobilières Desjardins. Bonjour François. Bonjour Carl. Alors aujourd'hui, vous allez également nous faire votre lecture du marché finalement depuis le début de l'année. Il y a quand même plusieurs indices qui se sont repliés. Et vous allez aussi nous parler de la croix de la mort. C'est un peu un hasard en fait, là. C'est pas voulu, puis je ne veux pas être redondant. On va en parler juste brièvement, vu que quand même Mme Rivard a couvert le sujet. On couvrira aussi d'autres aspects des marchés dans ma section. Parfait. Alors, on peut commencer avec votre première diapositive, finalement, donc la toile de fond du marché là, depuis le début de l'année. Bien, en fait, brièvement, c'est ce qu'on remarque, c'est que les indices dans leur devise locale sont quand même en territoire négatif après le recul du mois dernier, moins 6,8 pour le TSX, moins 6 pour le Dow, moins 3,7 pour le S&P. On a quand même en territoire positif l'Allemagne à 3,4 et le Japon à 4,25. Mais à part de ça, je veux dire, à travers le monde, les bourses sont en général négatives quand on parle d'indices de façon généralisée depuis les débuts de l'année. Et si on regarde du côté des secteurs au niveau canadien, l'énergie à moins 22 matériaux moins 20 principalement ont été les secteurs qui ont été les plus touchés. Naturellement, au niveau des ressources naturelles. L'énergie, bien, on sait que ça fait toujours très mal au TSX, finalement, à la Bourse canadienne. Effectivement. Et puis, bon, écoutez, il faut comprendre aussi que parfois, vous allez avoir des dommages collatéraux, ce qui fait que les banques vont sous-performer aussi. Parce que, bon, des gestionnaires ou des investisseurs croient que l'exposition au secteur, les prêts qui sont consentis aux sociétés pétrolières ou dans les matériaux, il y a une exposition de leur portefeuille de prêts vis-à-vis ces entreprises-là, qui fait en sorte que, bon, on voit vraiment une faiblesse du côté des banques qui ont, selon le portefeuille de prêts, une exposition à ces entreprises-là. Et c'est pour ça que, par exemple, je regardais dans les titres qui étaient peut-être, qui faisaient plus la faveur des gestionnaires, mais même hors Canada, de titres canadiens. Et c'était principalement des banques comme la TD, par exemple, ou la BNS, qui avaient plus la faveur parce que leur exposition aux prêts locaux, aux prêts consentis, est moins élevée. Parce qu'ils sont plus diversifiés à l'étranger. Par exemple, la TD a une forte exposition au marché américain. BNS a eu certaines difficultés, mais quand même une exposition internationale assez importante. Avec TD Bank North. Oui, puis vous avez... l'Angleterre, entre autres, c'est ça? Mais vous allez même à travers, là, si vous allez dans différents États, vous avez TD Bank qui a quand même une présence assez prépondérante. Et est-ce qu'il y a des titres de banques canadiennes, finalement, qui sont davantage exposés que d'autres à ces prêts-là? Surprenamment, j'ai été surpris de voir que la Banque nationale avait une exposition plus élevée. Puis je me disais, pourtant, elle est au Québec. Oui, principalement, effectivement. Et puis, j'étais surpris de voir quand même qu'il y avait quand même une exposition là, en pourcentage important au niveau là, de prêts consentis. Donc, bon, je cherchais à comprendre. Bon, alors si on y va maintenant au niveau... Bien, écoutez, Mme Rivard a couvert le sujet, mais j'étais de l'émission le 13 août dernier. J'écoute pas l'émission tous les jours. Là. Je savais pas que Mme Rivard avait... Mais pardonnez-moi. Alors, lorsque j'étais avec Sophie, au 13 août, je dis, bon, confirmation, croix de la mort. Alors là, à ce moment-là, nous, ce qu'on a fait de notre côté, alors on a contacté tous nos clients. En fait, vous écoutez, augmentant encore vos positions en liquidité. On croit que les marchés, là, vraiment, la tendance, elle est baissière. D'ailleurs, on voit là, que depuis avril-mai, on était un petit peu sur les freins depuis cette période-là. Mais là, vraiment, on avait un indicateur au mois d'août qui était vraiment là, précis. Là. Et là, comment vous déterminez ce que vous vendez dans le portefeuille quand vous voulez augmenter vos liquidités? Il faut comprendre que depuis 2009, on a des portefeuilles principalement exposés du côté américain. Donc, comme on dit, on a fait des ventes ou des ventes partielles parce qu'il faut comprendre que les taux d'intérêt sont tellement bas. Alors, vous allez en liquidité, vous obtenez 0 de rendement. Et là, on est dans l'incertitude. Il faut se transposer au 13 août. Donc, on dit, bien, écoutez, là, vous avez fait 30-35 de rendement sur votre titre ou votre indice. Vendez-en une partie, gardez-vous une position. Au moins, vous reprenez
des billes là, de votre investissement et augmenter un peu vos liquidités. On matérialise le rendement. Là, on cristallise, c'est ça le gain, pour en fait éventuellement regarder vers d'autres opportunités. Ouais. Et est-ce que les clients étaient difficiles à convaincre? Bien, je pense que les gens ont été gâtés au niveau des rendements là, dans les 5 dernières années. C'est sûr qu'il y a eu la crise financière, mais ils ont repris le rebond et puis les profits sont assez importants. Donc, c'est pas quelque chose qui... On dit aux gens, écoute, prends ton profit et puis on va se tenir tranquille pour un petit bout de temps. Mais à ce moment-là, ils sont pas trop difficiles à convaincre. Et finalement, bien, ils devaient être contents, ceux qui ont vendu, parce qu'une dizaine de jours plus tard, il y avait ce fameux Black Monday sur les marchés avec les... Oui, on a eu cette baisse-là, sauf qu'il faut comprendre que ce qu'on a vu de 2012, 2013, 2014, on disait buy on dips, c'est-à-dire que, bon, les marchés reculaient de 5, 6, 7 c'était arrivé en cours de route, et les acheteurs arrivaient immédiatement. Là, je crois que là, avec une croix de la mort, puis c'est pour ça que j'avais un autre graphique que j'avais montré à Sophie, mais là, on rentre peut-être plus dans une période où il faudra être prudent là, à court terme, septembre, octobre, mais quand même identifier des actifs intéressants à acheter. Il y a eu des opportunités, il y a des titres qui ont beaucoup baissé. Je regardais, je pense que Mme Rivard parlait du secteur du transport. Je regardais, par exemple, Union Pacific aux États-Unis. On a eu une baisse de 38 sur le titre. C'est un peu comme un Canadien national, mais américain, du côté ouest. Donc, vous avez des titres, là, vraiment, qui ont été dans la section qu'on parle de catégorie de bear market, qui ont baissé de plus de 20 Ça, il y en a quand même. Une autre donnée intéressante que j'ai actuellement pour montrer un peu que les investisseurs sont dans le brouillard, parce que c'est quand même assez volatile, c'est que si on prend le S&P, il y a une partie du S&P, environ le tiers des titres qui sont dans des zones de perte importantes. C'est cette diapo, c'est bien ça? Non, ça, j'y reviens tout de suite, Carl. C'est juste pour conclure. Donc, on est à peu près un tiers. Donc, ça veut dire que les investisseurs aux États-Unis sont indécis actuellement. Et c'est pas comme si, par exemple, on avait une poussée vraiment haussière très forte. J'aurais plus que 50 de titres dans le haut de la fourchette, mais j'en ai environ un tiers dans le bas, un tiers dans le milieu. Donc, vraiment, les gens sont dans l'incertitude à court terme. Donc, il faut patienter, mais il y a des opportunités qui se présentent. Ceci étant dit, je ne crois pas qu'en général, on est dans un bear market. C'est une correction pour vous? Pour moi, c'est une correction parce qu'il faut comprendre qu'on est dans une situation que vous avez des taux d'intérêt à net de 0,4 aux États-Unis. Alors, il faut que les investisseurs investissent à un endroit où déplacent leurs capitaux à des endroits précis. Et la faiblesse des taux d'intérêt alimente naturellement le marché boursier en partie. Ouais. Bon, on l'a vu dans l'immobilier ou dans d'autres catégories d'actifs, mais il faut que cet argent-là ait en quelque part. Donc, moi, je crois que je demeure positif à moyen terme sur le marché boursier. C'est sûr qu'à court terme, faut quand même être un petit peu plus sur ses gardes. Il nous reste environ 1 minute, François. Ouais. Donc, votre horizon moyen terme, c'est combien de mois? Bien, moi, je dirais là, que pour l'instant, ne pressez pas sur les boutons de votre clavier là, pour faire des achats. Restez assis sur vos mains là, et observez le marché. Faites vos devoirs. Identifiez des titres qui peuvent représenter des opportunités ou des aubaines. Faites vos devoirs à court terme. C'est ce que j'aurais à dire là, comme message à vos auditeurs. Alors, vous êtes en accordéon avec le propos de Lynn. Bien, étrangement, oui. Bien, écoutez, on ne peut pas commencer à plonger ou acheter quand que vraiment, des fois, il y a des périodes ou des cycles qui font en sorte qu'à court terme, par contre, peut-être qu'au mois d'octobre, le mois prochain, je vais vous dire, écoutez, là, vraiment, il faut commencer à accumuler des titres. Parce que j'observe que certains titres de croissance, comme Apple, Tesla, c'est des titres qui ont bien fait, mais tout l'argent se dirige là. Alors, les gens courent après ces titres-là, mais si on regarde dans l'ensemble... Puis là, bien, ça les fait monter peut-être davantage en bout de ligne parce qu'il y a... Ça amène beaucoup de volatilité. Beaucoup de demandes. Oui. Bien, François, c'est déjà terminé pour ce segment de l'émission. Restez là à la maison parce que Lynn et François vont répondre à vos questions au retour de la